La 9136e séance du Conseil de sécurité est ouverte. L'ordre du jour provisoire de la présente séance est la question concernant Haïti. L'ordre du jour est adopté. Conformément à l'article 37 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite les représentants d'Haïti, de la République dominicaine et du Canada à participer à la présente séance. Il en est ainsi décidé. Conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite les intervenantes suivantes à participer à la présente séance. Madame Hélène Lalime, représentante spéciale du secrétaire général pour Haïti, chef du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Madame Valérie Garnieri, directrice exécutive adjointe du Programme alimentaire mondial. Et Madame Ghada Wali, directrice exécutive de l'Office des Nations Unies sur la drogue et le crime. Il en est ainsi décidé. Le Conseil de sécurité va maintenant aborder l'examen du point 2 de l'ordre du jour. Et je donne maintenant à présent la parole à Madame Hélène Lalime. Je vous remercie. Microphone pour l'oratrice. Ils ne vont pas vous entendre. Madam President. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs membres du Conseil, ces dernières semaines, 3 crises se sont entrelacées de façon effrayante et nouvelle en Haïti. Une crise causée par des bandes organisées continue de perturber violemment la vie quotidienne, chassant de chez elles 20 000 personnes. Une crise économique rend le pays exsangue, alors que les Haïtiens sont face à une flambée des prix des denrées alimentaires et du prix du carburant, souvent simplement disponible sur le marché noir. Et face à ces multiples difficultés, les acteurs politiques ont encore du mal à trouver un terrain d'entente et à tracer un chemin menant aux élections. Dans son allocution à la Nation, le 11 septembre, le Premier ministre a une nouvelle fois lancé un appel au dialogue pour réunir les conditions sécuritaires, constitutionnelles et politiques nécessaires pour tenir des élections d'ici fin 2023. Il a souligné les 600 millions de dollars des États-Unis perdus chaque année par l'État du fait de recettes douanières non perçues, un problème auquel est confronté le gouvernement depuis un certain temps. Par ailleurs, le Premier ministre a annoncé la décision du gouvernement de réduire les subventions régressives sur le carburant qui coûtent à l'État quelques 400 millions de dollars par an. Réduction qui devrait permettre d'accroître les recettes publiques pour les programmes sociaux. Dans l'après-midi du 12 septembre, des barrages routiers ont été érigés dans l'ensemble du pays, entraînant une véritable fermeture du pays. Cette situation a persisté dans la capitale. Elle a duré 5 jours jusqu'au 16 septembre, date à laquelle la police a entamé une action concertée pour enlever tous ces barrages routiers. Le Premier ministre s'est une nouvelle fois adressé à la nation le 18 septembre en présentant ses condoléances aux victimes de la violence. Il a enjoigné les Haïtiens à réunir leurs efforts pour appuyer les réformes gouvernementales afin de rendre l'État plus fort, et il a encouragé tous les Haïtiens à résister aux intérêts bien compris. Dans la soirée, le même jour, une des plus grandes alliances de gangs criminels de la capitale a bloqué le principal terminal de carburant à Port-au-Prince
de Port-au-Prince à Vareux. L'état de siège est resté en place pendant plus d'une semaine, nonobstant les opérations de police concertées pendant le week-end, privant la capitale de la principale source de carburant, créant des pénuries dans l'ensemble du pays et fermant les hôpitaux. Madame la Présidente, pendant toute cette crise, j'ai mené ma mission de bons offices avec tous les pans de la société haïtienne. Je les ai tous encouragés à participer à un dialogue franc, ouvert et constructif. Les efforts peu concluants ont entraîné ce qui ressemble à un statu quo, à une impasse, mais les acteurs nationaux ont commencé à renouer le dialogue avec un sentiment d'urgence renouvelé. Ces dernières semaines, les représentants du gouvernement, les groupes politiques et les organisations de la société civile ont lancé de nouvelles consultations pour voir comment dégager un consensus plus large pour parvenir à des élections, mais nous n'en sommes pas encore là. Il est encourageant de voir des figures du secteur privé commencer à se rassembler autour de l'idée de respect des responsabilités budgétaires et juridiques respectives. Une augmentation soutenue des recettes et des progrès sur des questions telles que les subventions et les recettes douanières constitueront le signe le plus clair montrant que toutes les parties honorent leurs engagements. Un certain nombre d'observateurs et d'interlocuteurs ont souligné publiquement le rôle d'intérêts politiques et économiques étroits pour qui manipulent et qui suscitent la crise et aggravent la crise politique. Malgré les efforts déployés pour hypothéquer et faire échouer la réforme, toutefois, la nouvelle administration douanière commence à fonctionner. Outre les saisies de ces derniers mois, la collecte des recettes d'importation douanières ont augmenté, ont été multipliées par 5 entre juillet et août. Les programmes de gestion des frontières avec l'ONUDC visent à faire fond sur ces premiers succès, notamment pour ce qui est de la lutte contre le trafic. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs membres du Conseil, les troubles actuels ont mis l'accent sur la police nationale haïtienne. La police a été vraiment mise à l'épreuve. Le dur labeur démontré pour lever les blocages routiers, des barricades et rétablir un semblant de liberté de circulation pour la population ont créé une certaine confiance dans les capacités de la police. Certaines barricades ont rapidement été reconstruite, mais la réaction de la police a démontré tout le chemin qui avait été parcouru. Toutefois, des quartiers entiers n'ont toujours pas de présence policière et la situation chronique au terminal de carburant de Vareux risque fort de mettre en exergue les véritables limites de la force nationale. Je remercie tous les donateurs qui, dès le départ, ont participé au programme conjoint de soutien de la police nationale haïtienne, le fameux panier de fonds. J'enjoins les partenaires internationaux de continuer à se réunir régulièrement, comme nous l'avons fait la semaine dernière, le 23 septembre, pour assurer un plus grand soutien pour ce panier de fonds. Des investissements dans les institutions, les infrastructures et le capital humain sont clés. Madame la Présidente, comme toujours, ce sont les plus vulnérables qui souffrent le plus. Le système des Nations Unies à Haïti estime qu'au moins 1,5 million de personnes ont été directement touchées par la violence de ces gangs criminels et la violence fondée sur le genre, et en particulier le viol, sont utilisées de façon systématique. L'insécurité généralisée qui prévaut à l'heure actuelle a entravé considérablement l'accès humanitaire. Avant les troubles civils actuels, quelques 4,9 millions d'Haïtiens avaient besoin d'une aide humanitaire. Ces 2 dernières semaines, des attaques contre le PAM ont entraîné la perte de quelques 2000 tonnes de denrées alimentaires, d'aide alimentaire évaluée à près de 5 millions de dollars, ce qui aurait permis d'aider jusqu'à 200 000 Haïtiens parmi les plus vulnérables le mois prochain. Indéniablement, mes collègues du PAM pourront vous en dire plus sur ces événements. C'est une évidence, dans ces conditions, les droits fondamentaux de la liberté de circulation et l'éducation sont compromis de façon catastrophique et l'accès aux services sanitaires et aux services sociaux de base sont régulièrement suspendus. Les prisons n'ont pas reçu de vivres, de médicaments ou d'eau pendant des jours. Ils attendent encore. Une crise économique, une crise des gangs, une crise politique
se sont entremêlés pour donner lieu à une catastrophe humanitaire. Nous ne devons pas perdre espoir, mais nous devons conjuguer nos efforts pour trouver une solution pour un avenir meilleur. Une solution politique avec à la tête de ces efforts les Haïtiens, constitue la première étape pour régler la crise actuelle. Pour aider les Haïtiens dans les efforts pour façonner un avenir meilleur, le Conseil doit prendre des mesures d'urgence. Merci. Je remercie Madame Lalime de son exposé et je donne maintenant la parole à Madame Valérie Garnieri. Thank you, Madam President. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs membres du Conseil de sécurité, chers collègues et chers partenaires. Je suis allée à Haïti il y a plusieurs semaines et à l'époque, j'ai été frappée par les besoins et les difficultés rencontrées par le PAM et nos partenaires dans le pays. Il était très difficile de répondre aux besoins de la population dans laquelle une personne sur deux est en état d'insécurité alimentaire. Mais il y avait des signes d'espoir. Un tiers des écoliers recevaient des aliments cultivés par des exploitants locaux. Et par ailleurs, nous faisions tout pour que les enfants aient un repas équilibré à l'école. Des dizaines de milliers de personnes travaillaient pour remettre en état les biens agricoles, pour appuyer la production agricole et pour remettre en état les canaux qui entraînent des inondations durant la saison des pluies. Un plan de protection sociale était mis en place. Nous aidions le gouvernement pour aider les personnes les plus vulnérables à faire face au choc et pour profiter pleinement des transferts en espèces d'ici à 2024. Et plus de 450 000 personnes bénéficiaient d'aide alimentaire dans le pays avec des stocks prépositionnés pour des renforts en cas d'ouragan et autres catastrophes. Mais au lieu des progrès que nous attendions et dont nous rêvions, nous voyons que la situation qui règne aujourd'hui en Haïti a hélas atteint un désespoir inédit. En moins d'un an, le prix du panier de la ménagère a augmenté de 52%. Le prix de l'essence a doublé. L'inflation est à 31%, un record ces dernières années, et elle est en passe d'augmenter. Le carburant ne peut plus entrer dans le pays par le port et les réserves en eau sont de plus en plus basses. C'est désespérant. Le programme de menus dans les écoles est en suspens parce que les enfants ne peuvent pas en toute sécurité aller à l'école. Et par ailleurs, tout ce qui se passe à Port-au-Prince a coupé le port du pays et tout ceci aura une incidence sur les principales artères qui mènent vers la ville. Voilà la réalité connue au quotidien depuis des mois par les Haïtiens. La semaine dernière, la FAO et le PAM ont publié un rapport traitant notamment de Haïti. Nous pensons que l'insécurité alimentaire va augmenter, dépassant les 4,5 millions de personnes qui sont en situation de crise ou d'insécurité alimentaire aiguë, y compris 1,3 million de personnes en situation d'urgence. Madame la Présidente, l'insécurité signifie qu'il est extrêmement difficile et dangereux de mettre en œuvre les programmes humanitaires et encore plus de promouvoir le développement dans le pays. Là, dans la capitale, il y a des blocages qui rendent impossible le ravitaillement pour les carburants et autres. Les manifestants ont pillé des entrepôts humanitaires dans l'ensemble du pays, épuisant des stocks qui étaient prépositionnés pour les situations de catastrophe et pour aider les plus vulnérables. Comme l'a dit Madame Lalime, en une semaine, nous avons perdu un tiers de nos stocks alimentaires, étant donné que 2 de nos 4 entrepôts ont été pris pour cible, ont été pillés. Il y avait plus de 2000 tonnes de denrées alimentaires. Cela aurait pu nous permettre de nourrir 218 000 Haïtiens. D'autres ONG sont dans la même situation avec ces pillages et on estime que 6 millions de dollars de vivres ont été
perdu. Cela aurait pu aider 400 000 personnes. Ces pillages ont des impacts très négatifs sur la préparation juste avant la saison des ouragans. Néanmoins, le PAM et d'autres acteurs restent à Haïti et nous avons bien l'intention d'y rester et de faire notre travail. Ce week-end, nous avons recommencé à aider Haïti, même si c'est à une échelle limitée. Nous ne pouvons tout simplement pas répondre aux besoins de tous ceux qui ont besoin de notre aide. Et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons vraiment avoir le soutien accru des États membres, c'est-à-dire de vous-même, pour faciliter plus encore l'accès humanitaire et pour mieux protéger les biens et le personnel humanitaire. Nous assumons notre rôle, nous travaillons dur pour avoir cet accès. Nous avons déjà une percée au début de l'été à Cité Soleil où l'accès de l'aide humanitaire a été possible. Nous sommes très préoccupés par ceux que nous aidons et nous craignons que cette situation ne fasse qu'empirer avec la montée des prix et l'épuisement des stocks. Nous projetons une saison des ouragans difficile et cela sera une véritable catastrophe pour la population dans le besoin. Par ailleurs, soulignons-le, la fourniture de services logistiques comme les services aériens des Nations Unies gérés par les PAM et les services de navigation que nous mettons en place pour contourner les zones tenues par les gangs sont dans une situation difficile. Il y a un sous-financement, il faut une aide et en effet, il faut être prêt à évacuer le personnel dans une situation difficile. En pensant au mois à venir, nous savons déjà qu'il va être de plus en plus onéreux de travailler en Haïti. Le PAM, les autres institutions, les partenaires ONG n'ont d'autres solutions que de renforcer leur sécurité dans le pays en prenant des mesures supplémentaires pour protéger le personnel et les entrepôts. Il va falloir au moins reconstruire un entrepôt. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs membres du Conseil, chers collègues et partenaires, je saisis aussi cette occasion pour intervenir aujourd'hui afin de souligner que les opérations humanitaires en Haïti sont chroniquement sous-financées et que cette crise fait que l'urgence de votre soutien est encore plus manifeste pour inverser cette tendance négative. Le plan de réponse humanitaire n'est financé qu'à hauteur de 22%. Il nous faut davantage de fonds pour les affaires humanitaires et il faut investir davantage pour aider les Haïtiens à répondre à leurs besoins de base, pour assurer leurs moyens de subsistance et les services de base. Madame la Présidente, la gravité de la violence, l'ampleur des besoins et les risques encourus par la population et tous ceux d'entre nous qui essaient d'aider Haïti sont clairs et graves. Haïti a besoin d'aide maintenant. Nous comptons sur votre attention et votre soutien. Je vous remercie. Je remercie Madame Garnieri pour son intervention et je donne maintenant la parole à Madame Gada Wali. La parole est à vous. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, je vous remercie pour l'opportunité qui est offerte à l'ONUDC d'informer le Conseil de sécurité sur ses activités en Haïti. La violence, le crime organisé ainsi que la présence et les affrontements entre gangs armés compromettent la stabilité, la sécurité et l'état de droit en Haïti et entravent les efforts de paix et les perspectives de développement durable. Ces 1500 km de côte et sa frontière terrestre de 360 km avec la République dominicaine font d'Haïti un pays particulièrement vulnérable au trafic illicite de commodités, notamment de drogue, d'armes à feu et de munitions. La coopération régionale est ainsi essentielle pour endiguer la récente escalade de la violence et ses implications transfrontalières, particulièrement avec la République dominicaine. L'ONUDC travaille notamment avec la CARICOM et son agence dédiée de lutte pour la sécurité et contre le crime. Impact à la mise en œuvre de la feuille de route des Caraïbes pour lutter contre le trafic illicite d'armes à feu qui inclut Haïti. Madame la Présidente, soutenir les services d'application de la loi et de la justice pénale en Haïti doit être une des priorités pour assister la population haïtienne et prévenir toute déstabilisation régionale. En mars de cette année, une équipe multidisciplinaire de l'ONUDC a mené une mission d'évaluation à Haïti en étroite collaboration avec le BNU et a identifié comme domaine prioritaire la nécessité de renforcer les capacités et la technologie pour sécuriser les frontières, les ports et les aéroports internationaux,
contre le trafic illicite et la criminalité organisée, réduire la prolifération des armes à feu illicites ainsi que la nécessité d'endiguer la corruption endémique. Reconnaissant ces réalités, le gouvernement haïtien a directement confié à l'ONUDC la tâche de l'appuyer à renforcer ses capacités de gestion des frontières grâce à une contribution financière dédiée. Dans le cadre de ce programme, dont la mise en œuvre vient de débuter, l'ONUDC travaille à la cartographie des activités criminelles transnationales en Haïti et leur impact régional. Sur le plan opérationnel, nous appuyons le renforcement des capacités des autorités haïtiennes à inspecter les conteneurs en des points stratégiques tels que Port-au-Prince, Port-Lafiteau, le port international de Cap-Haïtien, les frontières terrestres de Louanaminte, Belader, Malpasse et Anse-à-Pitre, en collaboration avec les autorités dominicaines. Cette assistance couvre également le contrôle du frein aérien, le transport des passagers et du courrier à l'aéroport international Toussaint-Louverture de Port-au-Prince et l'aéroport international de Cap-Haïtien. Ces efforts doivent permettre de veiller à ce que les revenus douaniers puissent effectivement être reversés à des activités de soutien à la modernisation et à la sécurisation des frontières. La réalisation de ces objectifs nécessite l'accès au port et l'engagement avec les autorités portuaires et les sociétés privées. L'ONUDC restera dans le pays pour s'assurer que lorsque les conditions sécuritaires le permettront, nous serons prêts à prendre des mesures renforcées. Parallèlement à ces efforts, l'ONUDC coopère avec le BINU et le PNUD dans le cadre d'un programme conjoint dédié pour soutenir la police nationale dans les actions prioritaires identifiées, y compris le renforcement des capacités médico-légales. Les investissements et les efforts déployés dans le secteur de la sécurité doivent être associés aux efforts similaires tout au long de la chaîne de la justice pénale. Haïti a besoin d'une police compétente, d'enquêtes solides, des procureurs efficaces et d'un système judiciaire indépendant pour que la justice puisse fonctionner. Les organisations criminelles doivent être traduites devant les tribunaux. L'impunité doit prendre fin au nom du peuple haïtien. C'est dans cet esprit que l'ONUDC collabore avec le PNUD et le Haut Commissariat aux droits de l'homme avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix afin de soutenir la lutte contre la corruption. Dans le même temps, il y a tout un travail à faire. Par exemple, nous devons mieux comprendre les flux du trafic en Haïti en mettant l'accent sur les armes à feu et les drogues, ce qui nous permettra d'avoir des informations pour concevoir des plans bien adaptés pour la justice pénale et la gestion des frontières. Nous sommes en train de prévoir plusieurs activités dans ces domaines, y compris pour atténuer les risques de corruption dans la gestion des frontières et pour garantir la disponibilité des compétences techniques pour suivre les flux financiers illicites avec soutien du BINU, des différentes institutions et autres telles que l'OIM, Interpol et l'Organisation des États américains. Je saisis cette occasion pour remercier très sincèrement Madame Hélène Lalim pour son rôle de chef de file et l'équipe du BINU pour son travail en pleine crise, y compris pour accueillir notre personnel à Haïti et pour appuyer les efforts du pays. En collaboration avec le BINU et tous nos partenaires, l'ONUDC est prêt à continuer à élargir ses interventions en Haïti pour contribuer à des fondations plus stables pour la paix et la sécurité dans le pays. Je vous remercie. Je remercie Madame Waline de son exposé et je donne maintenant la parole aux membres du Conseil qui souhaitent faire une déclaration. Je donne la parole au représentant de la Chine. Madame la Présidente, je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir organisé cette réunion. Je voudrais aussi me féliciter de la présence du ministre des Affaires étrangères d'Haïti et de la République dominicaine. Et je remercie les trois oratrices de leur déclaration. L'an dernier, le monde entier a tourné les yeux vers New York et mis l'accent sur la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale. Dans le même temps, la situation en Haïti a considérablement empiré. Le gouvernement haïtien a supprimé de façon brutale les subventions de carburant et cette décision a été suivie de protestations, de troubles civils, des
Haïtiens ont perdu la vie. Des entreprises, des commerces ont été obligés de fermer. Des entrepôts du PAM ont été brûlés et pillés. Et Haïti est devenu, dans l'ensemble, un pays à une situation complètement anarchique. À Haïti, les gangs détruisent les bases mêmes de la société. Si ce système n'est pas démantelé, le pays ne connaîtra jamais la paix. Le secrétaire général est en train de préparer un rapport pour le Conseil pour voir comment lutter les gangs criminels. Nous espérons que ce rapport contiendra des options positives. La résolution du Conseil prévoyait des mesures concernant le gel des avoirs ou des mesures d'interdiction, résolution 2645, et vu la situation actuelle, il est nécessaire que le Conseil passe de la parole aux actes. Nous espérons que les États-Unis et le Mexique, en tant que délégation porte-plume, présenteront un projet de résolution dès que possible et organiseront des consultations afin que le Conseil puisse se décider sur cette question dès que prévu. Le BINU devrait donner une liste de gangs criminels au Conseil de sécurité pour prendre des décisions. La résolution 2645 appelle les États membres à interdire les transferts d'armes vers des acteurs non étatiques qui sont impliqués ou qui appuient la violence des gangs en Haïti. Étant donné la situation actuelle, le Conseil doit transformer cette mesure volontaire en une mesure obligatoire et empêcher explicitement le transfert d'armes aux acteurs non étatiques liés aux gangs en Haïti. Cela aiderait à interrompre l'approvisionnement d'armes et d'ammunition dont profitent les gangs sans préjuger la coopération en matière de sécurité entre les États membres et la police haïtienne. Nous espérons que les porte-plumes incluront cette idée dans le projet de résolution. La résolution 2645 soutient la lutte contre les flux financiers illicites, le détournement et le trafic d'armes des autorités haïtiennes et appuie leur gestion des frontières et des ports. La situation en Haïti étant ce qu'elle est, le Conseil doit aider Haïti à accorder la priorité à la gestion des ports et à la réforme des douanes. Nous nous félicitons de nouveaux investissements à cet égard de la part de la communauté internationale et de l'ONUDC en particulier, et du renforcement de l'appui et de la coopération de la part des pays intéressés. Nous espérons que le nouveau projet de résolution traitera également de ce point. Madame la Présidente, les activités de l'Union en Haïti depuis 30 ans ont prouvé que l'aide internationale ne peut jouer qu'un rôle de catalyseur, de promotion et de facilitation, et que la question d'Haïti ne peut être réglée que par le peuple haïtien lui-même. L'impasse politique en Haïti dure depuis des années. Et il y a une ferme volonté de restauration de l'ordre constitutionnel. Nous espérons que toutes les parties haïtiennes mèneront en urgence des consultations politiques et, le plus rapidement possible, édifieront des institutions nationales qui jouiront du véritable soutien du peuple haïtien et qui représenteront ses intérêts. L'ONU et les autres institutions doivent continuer à jouer un rôle actif à cet égard. Je dois également souligner en même temps que ni l'ONU, ni quelque organisation que ce soit, quelque pays que ce soit ne peut choisir de camp. Nous avons pris bonne note de l'engagement du Premier ministre Henry du gouvernement intérimaire visant à créer les conditions propices aux élections d'ici à la fin de l'année. Nous attendons la présentation en octobre d'un rapport concret et crédible au Conseil par le gouvernement haïtien. L'ONU est en Haïti pour apporter son aide, mais depuis un certain temps, l'opinion publique a un avis négatif concernant l'ONU. Nous espérons que le BINU fera davantage pour tendre la main aux civils en Haïti, s'efforcera d'éliminer les malentendus existants au sein du peuple haïtien en prenant des mesures concrètes et avec la confiance et l'appui de ces institutions. Le BINU et l'ONU ne peuvent pas travailler de manière cloisonnée en Haïti. Ils doivent promouvoir les bonnes pratiques. Merci. Je remercie le représentant de la Chine de sa déclaration.
Et je donne la parole au représentant des États-Unis. Thank you. Merci, Madame la Présidente. Madame Lalim, Madame Wali et Madame Guarnieri, merci pour vos exposés. Les États-Unis partagent les graves préoccupations du secrétaire général concernant l'instabilité en Haïti. Nous nous efforçons à aider à faire face aux troubles civils pour garantir la sécurité de tous les Haïtiens. Permettez-moi également de remercier les ministres des Affaires étrangères d'Haïti et de la République dominicaine, ainsi que le représentant permanent du Canada pour leur participation à la séance d'aujourd'hui. Monsieur le ministre des Affaires étrangères Genoux, Monsieur le ministre des Affaires étrangères Alvarez, Monsieur l'ambassadeur, le partenariat de vos pays sont extrêmement précieux alors que le Conseil essaye de voir comment la communauté internationale peut appuyer des solutions dirigées par les Haïtiens à ces défis. Comme vous avez entendu le président Biden le dire devant l'Assemblée générale la semaine dernière, je cite, « Nous continuons à nous tenir aux côtés de nos voisins en Haïti et nous appelons le monde à faire de même. Il nous reste davantage à faire. » Fin de citation. Les États-Unis savent parfaitement bien que la possibilité de manifester et de se rassembler est fondamentale dans toute démocratie. Cela dit, nous condamnons les actes de pillage et de destruction qui ont eu lieu récemment en Haïti. Nous avons été atterrés par les pillages qui ont eu lieu à un entrepôt du PAM à Gonaïves le 15 septembre, lors duquel 1 million de doses alimentaires ont été pillées, ainsi que le pillage d'un entrepôt de l'UNOPS à La Caille la semaine dernière. Nous appelons tous les Haïtiens à exprimer leur point de vue de manière pacifique, qui protègent les acteurs humanitaires, respectent les forces de l'ordre et permettent un accès sans entrave aux denrées alimentaires, à l'eau et aux soins médicaux pour les Haïtiens. Nous savons tous que la sécurité en Haïti s'est dégradée au cours de l'année écoulée, alors que les gangs criminels continuent à ravager de nombreuses parties du pays, ce qui entraîne de nombreux meurtres et enlèvements. Nous sommes préoccupés par la dégradation de l'indépendance et de la capacité à agir de la justice et l'impunité dont semble jouir l'élite du pays. Nous sommes préoccupés par des signalements d'assauts sexuels par les gangs contre les femmes et les filles, ainsi que l'augmentation du recrutement et de l'utilisation des mineurs dans les activités des gangs, y compris le fait d'armer les mineurs afin qu'ils participent directement aux conflits violents. Cela continue à nous rappeler l'importance qu'il y a à soutenir la police nationale haïtienne. Nous sommes fermement attachés aux efforts visant à renforcer la capacité de la police haïtienne à lutter contre les gangs, y compris les efforts communautaires visant à lutter contre le recrutement par les gangs, le déploiement d'experts en lutte anti-gang supplémentaires et l'appui visant à renforcer les capacités anti-gang de la police haïtienne. Nous fournirons davantage de matériel à la police haïtienne, par exemple du matériel protecteur et de nouveaux véhicules. Ces 18 derniers mois, les États-Unis ont fourni plus de 80 millions de dollars d'aide à la police haïtienne. La semaine dernière, nous avons fourni des biens d'urgence pour aider la police à préserver ses opérations face aux troubles violents. La police haïtienne continue à avoir besoin de davantage d'aide. En marge de la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale, nous avons co-organisé avec le Canada et le PNUD une manifestation parallèle sur la sécurité en Haïti, lors de laquelle nous avons annoncé que nous allions fournir 3 millions de dollars au panier sécuritaire de l'ONU. Ce fonds panier sécuritaire permet à tous les pays de contribuer au rétablissement de la sécurité en Haïti. Étant donné la gravité de la situation, nous continuerons à accélérer notre aide sécuritaire à Haïti. Nous allons contrôler les antécédents des 100 premiers candidats de notre programme Formation Sécurité, qui devrait être lancé cet automne. C'est une composante clé de nos efforts à nous tous pour
appuyer des solutions prises en main par les Haïtiens. La communauté internationale doit poursuivre son appui afin de changer la donne dans l'environnement sécuritaire d'Haïti avant qu'il ne soit trop tard, car le peuple d'Haïti a besoin de sécurité avant qu'il ne puisse faire des progrès politiques. Il a besoin de sécurité avant qu'il ne puisse faire de progrès économiques. Et il a besoin de sécurité afin qu'il puisse recevoir de l'aide humanitaire. Comme nous le savons, les gangs et ceux qui les financent créent un environnement extrêmement déstabilisateur en Haïti. La communauté internationale doit aider Haïti à réagir et le Conseil doit agir à cette fin, faisant fond sur la résolution 2645 du Conseil. Nous œuvrons avec nos partenaires et coporte-plume, le Mexique, sur un projet de résolution qui propose des mesures très précises pour permettre au Conseil de sécurité à relever les nombreux défis auxquels est confronté le peuple haïtien. Nous avons l'intention de diffuser un projet de résolution dans les jours à venir. Madame la Présidente, nous avons le devoir maintenant de redoubler d'efforts pour aider Haïti. En combinant nos efforts, nous pouvons envoyer un message clair à tous ceux qui visent à saper la sécurité des Haïtiens ordinaires. Vous n'y arriverez pas. Faisons en sorte qu'Haïti puisse donner à ses citoyens la sécurité et la stabilité politique qu'ils méritent. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je remercie le représentant des États-Unis de son intervention et je donne maintenant la parole au représentant du Mexique. Presidenta. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je remercie la représentante spéciale du secrétaire général en Haïti, Madame Lim. Je remercie également la directrice exécutive de l'ONUDC, Madame Fatih Wali, ainsi que la vice-directrice exécutive du PAM, Madame Guarnieri, de leurs exposés. Nous nous félicitons également de la présence parmi nous du ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine, ainsi que d'Haïti et de l'ambassadeur du Canada. Je voudrais tout d'abord saluer les efforts déployés par l'ONUDC pour essayer de freiner, dans la mesure du possible, le trafic illicite des armes. Et je me félicite aussi du travail effectué par le PAM pour répondre aux besoins croissants de la population haïtienne. Nous appuyons également une nouvelle fois le travail de la BINU dans des conditions extrêmement difficiles. Évidemment, nous condamnons les pillages récents dans l'entrepôt du PAM. Le niveau de violence enregistré ces derniers jours est vraiment alarmant. Nous ne pouvons pas attendre que la situation s'envenime. Il faut que le Conseil de sécurité et la communauté internationale prennent de toute urgence des mesures supplémentaires plus efficaces que celles qui ont été adoptées à ce jour. Comme cela était prévisible, compte tenu de la détérioration de la situation, les droits humains pâtissent également des troubles. Les conséquences de la violence armée sur les enfants, filles et garçons de Haïti, sont déplorables. Cela entrave considérablement le droit à l'éducation et à la santé. Nous condamnons de façon énergique tous ceux qui recrutent des filles et des garçons pour participer aux activités criminelles. Monsieur le Président, il est évident que la police nationale haïtienne a besoin d'un soutien réel de la communauté internationale. La police a besoin de matériel, de technologie, d'entraînement. Elle a également besoin d'un programme efficace pour freiner la criminalité organisée et faire face
aux bandes organisées, lesquelles exercent un contrôle sur l'économie locale et sur la vie quotidienne dans la capitale et dans les zones avoisinantes. Dans ce sens, nous attendons avec impatience le rapport que présentera le secrétaire général et nous verrons dans ce rapport quelles sont les possibilités d'appui afin que la police nationale d'Haïti puisse commencer à agir de façon plus efficace. Nous attendons également les informations que le gouvernement d'Haïti nous fournira conformément à la résolution 2645 afin de nous présenter les mesures qu'il a prises dans le cadre du processus politique électoral. Chers collègues, nous déploierons tous les efforts possibles pour présenter une résolution à la hauteur des circonstances. Nous avons travaillé en étroite coopération avec les délégations des États-Unis dans ce sens. Et nous espérons qu'en vous présentant le projet de résolution, nous bénéficierons du soutien de chacun et de chacune d'entre vous. En effet, aujourd'hui, nous avons besoin d'un Conseil uni pour aider réellement Haïti. La crise multidimensionnelle en Haïti requiert une solution pour régler en priorité la violence et les problèmes d'insécurité qui prédominent. Et dans le même temps, il y a lieu de renforcer le processus politique, le dialogue inclusif et la gouvernance, afin de pouvoir organiser un processus électoral qui, cette fois-ci, sera vraiment libre, légal et crédible. Tout ceci doit se faire de façon simultanée et, jusqu'à présent, rien de cela ne se produit véritablement. Il faut mettre fin au trafic illicite d'armes avec lequel les bandes criminelles et les gangs terrorisent la population civile et sanctionnent tous les acteurs. Et il faut sanctionner tous les acteurs impliqués dans la vente, la distribution et l'acquisition d'armes. Si la violence causée par ces bandes criminelles organisées ne cesse pas, nous ne pourrons pas stabiliser le pays. Il ne s'agit pas de sanctionner le gouvernement, encore plus la population qui souffre considérablement. Il s'agit de responsabiliser ceux qui fournissent ou acquièrent des armes de façon illégale, et ce, en mettant un terme à la vague de violence actuelle. Comme l'a souligné et l'a confirmé notre ministre des Affaires étrangères il y a quelques jours, le Conseil doit agir, il doit proposer des mesures efficaces, coordonnées, des mesures pouvant faire l'objet d'un suivi ponctuel et objectif de la part du Conseil lui-même. Et ce, si nous ne voulons pas assister à l'effondrement d'un État membre de cette organisation, une nation sœur, avec laquelle nous sommes, et nous le redisons à nouveau, entièrement solidaires. Je vous remercie. Je remercie le représentant du Mexique de son intervention et je donne maintenant la parole à la représentante de l'Inde. Thank you, Madam President. Merci, Madame la Présidente. Je remercie la représentante spéciale, Madame Lalime, pour son exposé, ainsi que les intervenantes du PAM et de l'ONUDC. L'Inde se félicite également de la présence d'Haïti, de la République dominicaine et du Canada à cette séance.
Le Conseil se souviendra que lors de notre réunion du mois de juin, nous avions exprimé notre préoccupation face à la situation politique et sécuritaire en Haïti. Les parties prenantes haïtiennes, les parties prenantes politiques haïtiennes n'avaient pu trouver aucun accord sur la transition, le rétablissement d'institutions fonctionnelles ou la tenue d'élections. La situation humanitaire avait encore été compliquée par la stagnation économique. 3 mois plus tard, après cette réunion du mois de juin, les troubles civils dans le pays se poursuivent. Les violences liées aux gangs, les enlèvements ont encore contribué à l'insécurité. Les programmes de l'ONU sont en attente, sont suspendus en raison des barrages routiers, des manifestations et d'un accès limité au carburant. Le gouvernement indien suit de très près la situation concernant le bien-être de nos concitoyens qui se trouvent actuellement dans la zone de conflit depuis notre ambassade en République dominicaine voisine. Madame la Présidente, nous continuons à considérer que les solutions sécuritaires pour Haïti, afin d'être durables, doivent être dirigées et prises en main par les Haïtiens. Le renforcement des capacités pour la police nationale haïtienne doit rester une priorité. En juillet, lorsque le Conseil avait adopté à l'unanimité la résolution 2645, qui prorogeait le mandat du BINU de plus d'1 an, l'Inde avait œuvré avec d'autres pays, y compris les membres du Conseil de la région, afin de détacher 42 personnels civils à la police et aux forces pénitentiaires dans le cadre du renouvellement du mandat du BINU. Il n'y aura pas de solution politique, sociale, économique et sécuritaire à la crise sans la participation directe des voisins d'Haïti. Nous continuons à nous féliciter de la participation des partenaires de la région, de la CARICOM et du Canada et du voisin d'Haïti, la République dominicaine, concernant les questions concernant directement le renforcement de capacité pour la police haïtienne et le contrôle du flux d'ALPC en Haïti. Je répète, Madame la Présidente, que mon pays est convaincu, croit fermement à la paix, la voie vers la paix. Par le passé, et comme le sait le Conseil, nous avons contribué au renforcement des capacités et à la formation pour Haïti. Nous sommes prêts à le faire à nouveau et nous sommes prêts à faire tout ce que nous pourrons faire pour aider nos frères et sœurs haïtiens en cette période de crise. Merci. Pour sa déclaration, et je donne la parole au représentant de l'Albanie. Merci, Madame la Présidente. Permettez-moi de remercier les intervenantes pour leur précieuse réflexion sur la grave situation en Haïti et la façon de faire face à la catastrophe actuelle et, si possible, d'améliorer la situation. Je me félicite de la participation du ministre des Affaires étrangères d'Haïti et de la République dominicaine, ainsi qu'à l'ambassadeur du Canada. Chers collègues, la situation en Haïti ne pourrait pas être plus sombre. Nous sommes à la limite du désespoir. Comme l'a dit Madame Lalim, le pays est confronté à d'immenses difficultés, une triple crise, et cela ne fera qu'empirer avec le temps. Ce qui est le plus fondamental, c'est l'absence d'ordre et d'état de droit. La violence armée, les meurtres, les enlèvements, les violences sexuelles continuent à ravager le pays, l'empêchent de relever les défis fondamentaux. Les civils souffrent, ils sont privés de leurs droits, et le pays est dans l'impasse. Haïti a désespérément besoin d'aide. Un appel qui a clairement été exprimé ici par beaucoup de mes préopinants et que beaucoup de pays ont exprimé lors de la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale. Il y a de nombreux défis. Ils incluent une situation économique catastrophique, une très grave situation humanitaire, le trafic des armes, la violence, un mauvais système sanitaire extrêmement sous-financé. Mais la principale priorité, c'est de contrôler les gangs qui contrôlent les routes et empêchent le cheminement de l'aide. Ils suffoquent le pays. Ils tiennent la population en otage, comme d'autres. Nous disons qu'il est indispensable de rétablir l'ordre et la sécurité afin de mettre un terme à la situation qui voit le pays sombrer dans l'absence totale d'ordre. Il faut faire face en urgence au trafic, pas seulement en parole, mais en actes énergiques,
ce que Haïti ne semble pas être en mesure de faire, malgré les mesures prises pour renforcer la police haïtienne. Haïti est au bord de la ruine, ce qui est encore aggravé par l'attitude de la classe politique qui ne semble pas concernée face à la situation catastrophique dans le pays, ce qui doit pousser toutes les parties prenantes à réagir de manière unie. On a l'impression que le peuple haïtien et l'établissement politique sont deux entités séparées. Ce comportement sape la confiance du peuple dans les institutions haïtiennes et aboutit à des tensions et des violences. En outre, l'augmentation du coût de la vie et l'insécurité forcent la population à descendre dans la rue. Nous croyons aux manifestations pacifiques qui font partie du dialogue dans toute démocratie. Mais le recours à la violence n'est jamais la réponse. Nous appelons les autorités de l'État à entendre ce que demandent les manifestants et nous leur demandons de remédier aux problèmes. Il s'agit de préoccupations économiques, de sécurité, mais également la légitimité qui doit être rétablie le plus rapidement possible grâce à des élections libres, régulières et inclusives, avec la participation pleine, entière et significative des femmes, sont une mesure essentielle pour permettre aux Haïtiens d'exprimer leur volonté et de concrétiser leurs ambitions. Nous nous tenons aux côtés d'Haïti, de son peuple, pour un pays pacifique et prospère, basé sur l'état de droit, les droits pour tous, et afin que chacun jouisse de tous ses droits. Nous appuyons les activités de la représentation spéciale en Haïti et le renforcement du mandat du BINU, mais cela ne semble pas suffire. Les Haïtiens doivent savoir que l'ONU est là pour les aider. Madame Lalim a demandé à ce qu'on agisse de toute urgence. Nous savons quel est le pouvoir du Conseil, il faut l'utiliser. Nous appuierons le projet de résolution. Je vous remercie. D'entendre l'Albanie de son intervention et je donne maintenant la parole au représentant de l'Irlande. Merci, Madame la Présidente. Permettez-moi également de remercier nos intervenantes pour leurs interventions. Je voudrais saluer la présence des ministres d'Haïti et de la République dominicaine. Madame la Présidente, nous devons aujourd'hui discuter d'une nouvelle dégradation de la situation déjà terrible en Haïti. Comme nous l'a dit, les manifestations, les troubles civils ont précipité Haïti encore plus dans la crise et aggravent les profondes souffrances de millions d'Haïtiens. L'effondrement de la gouvernance et de l'ordre a abouti à une explosion des prix alimentaires, une absence d'accès au carburant et à un effondrement économique. Cette vulnérabilité est exploitée par la prolifération incontrôlée des gangs qui veulent semer le chaos dans la société haïtienne. Ils font cela par les déplacements, le contrôle et la violence la plus brutale. Nous nous félicitons des efforts de l'ONUDC visant à endiguer la prolifération des armes en Haïti qui alimente et pérennise la violence et la répression. Cependant, il est clair qu'il convient de faire davantage. Madame Lalim nous a parlé de l'utilisation des violences sexuelles et fondées sur le genre, y compris les viols et l'esclavage sexuel. C'est une tactique des gangs pour asseoir leur contrôle sur des communautés déjà traumatisées. Elle nous a dit que c'était systématique. Nous condamnons cela sans aucune réserve. Nous condamnons également, dans les termes les plus fermes, le meurtre de 2 journalistes le 11 septembre. Tyson Latigue et Francine Charles couvraient les souffrances des Haïtiens, souffrances provoquées par ces groupes armés. Les journalistes en Haïti doivent pouvoir librement faire le travail en toute sécurité, et comme cela devrait être le cas partout. Ceux qui sont responsables de ces crimes atroces doivent être traduits en justice. Par ailleurs, il faut prendre des mesures pour fournir de la protection d'urgence et pour aider les victimes et les rescapés. Nous avons pris bonne note de l'initiative des porte-plumes. Nous serons heureux de travailler sur le projet de résolution. Madame la Présidente, cette crise qui ne cesse de s'approfondir menace de faire de cette situation humanitaire déjà extrêmement grave, d'en faire une catastrophe absolue. Il semble que les gangs ne se contentent pas de viser les Haïtiens ordinaires, ils veulent également viser ceux qui s'efforcent de les aider. Nous condamnons, dans les termes les plus fermes, les menaces, intimidations et attaques directes qui ont été commises contre les acteurs humanitaires en Haïti. Ces attaques violent nos principes communs, elles violent notre humanité commune.
Les agences des Nations Unies et les organisations non gouvernementales, en particulier au niveau local, ne doivent jamais être leur cible. Cette crise multidimensionnelle que connaît Haïti ne fera que s'aggraver sans aide humanitaire et sans les fournisseurs d'aide. Le pillage et les incendies de l'entrepôt du pain à Gonaïve est irrépréhensible. Comme nous l'a dit Valérie, cela veut dire qu'on a volé leur nourriture à ceux qui en avaient le plus besoin. Dans ce contexte, le service aérien humanitaire de l'ONU en Haïti est plus vital que jamais. Nous appelons à davantage d'appui à ce service, alors qu'il s'efforce non seulement de garantir l'accès aux communautés dans le besoin, mais de réinstaller les travailleurs humanitaires qui sont menacés par les gangs. La violence contre les acteurs humanitaires et les travailleurs médicaux doit cesser immédiatement. Et il convient de faciliter un accès humanitaire sans entrave, sans retard ou sans ingérence. L'accès aux aliments pour des millions de personnes en Haïti qui vivent dans une grave insécurité alimentaire, cela ne saurait être garanti sans mettre un terme à la violence. Madame la Présidente, un véritable dialogue national n'a que trop attendu. Le rétablissement de la gouvernance n'a que beaucoup trop attendu. Ce n'est que grâce à un dialogue participatif que Haïti pourra commencer à retrouver la stabilité, rétablir ses institutions et forger la réconciliation. Une réponse politique aux défis d'Haïti, dirigée et prise en main par tous les Haïtiens. Une voie politique durable vers le rétablissement de la gouvernance en Haïti exigera également l'appui de la communauté internationale. L'Irlande attend avec intérêt de revenir ici dans les semaines à venir, conformément à la résolution 2645, pour entendre des informations actualisées de la part du gouvernement d'Haïti sur les efforts visant à établir un cadre pour un processus politique et des informations du BNU sur son appui à ces efforts. Soyons clairs, pour que ce processus réussisse, tous les secteurs de la société, y compris les femmes et les jeunes, doivent pleinement participer à tout processus politique. Madame la Présidente, avant tout, pour rompre ce cycle de la violence en Haïti exigera de la volonté politique. L'Irlande appelle tous les acteurs à s'engager en faveur du dialogue pour répondre aux besoins et aux attentes du peuple haïtien. Ce peuple n'a que trop attendu que l'on agisse sur un accord politique qui soit à la hauteur de l'urgence de leur souffrance. Pour que les dirigeants politiques entendent leurs appels, il faut faire cela maintenant. Merci, Madame la Présidente. Merci le représentant de l'Irlande de sa déclaration et je donne maintenant la parole au représentant du Kenya. Thank you, Madam President. Je vous remercie, Madame la Présidente. J'ai l'honneur de prononcer cette déclaration au nom du A3, à savoir le Gabon, le Ghana et le Kenya. Nous remercions la Chine d'avoir demandé cette réunion et nous remercions également la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Hélène Lalim, ainsi que Madame Gada Wali et Madame Valérie Guarnieri. Nous nous félicitons de la participation de Son Excellence le ministre des Affaires étrangères du culte d'Haïti, de Son Excellence le ministre des Affaires étrangères du Canada et de Son Excellence le ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine. Le A3 reste vivement préoccupé par la détérioration rapide de la situation en Haïti. Si les tendances actuelles se confirment, les Haïtiens vont connaître un effondrement de l'État, une aggravation des souffrances humanitaires et l'insécurité croissante. Les dimensions de la crise sont bien connues. Il est inutile de s'appesantir plus avant sur la question sans présenter des propositions concrètes. Lors de la dernière réunion du Conseil sur la situation en juin, les membres ont dit être convaincus que des mesures draconiennes urgentes étaient nécessaires pour empêcher une nouvelle dégradation de la situation. Les solutions présentées, toutefois, ne font pas le figure face à l'ampleur de la crise. Un BNU ayant davantage de ressources est une solution bienvenue, de même que les efforts limités pour former et mieux équiper la police. Mais il est clair qu'il faut aller plus loin. Toutefois, alors même que nos trois pays demandent des mesures plus ambitieuses, nous reconnaissons qu'historiquement, l'expérience des interventions en Haïti par la communauté internationale et les acteurs externes a été profondément problématique. Dès lors, des mesures appuyées par le Conseil doivent tenir compte des échecs du passé
et s'accompagner de transparence, de respect et de renforcement des capacités. Il faut que les mesures soient ancrées sur des cadres et un état d'esprit mis en place par les Haïtiens, conçu par les Haïtiens et tenant compte des besoins des Haïtiens. La confiance des Haïtiens dans tous les efforts promus par le Conseil, notamment, et par les Nations Unies de façon générale, constitue un minimum inévitable. Nous pensons que pour créer la confiance, de nouveaux efforts sont nécessaires et davantage de partenaires doivent pouvoir contribuer aux efforts en cours et à des initiatives institutionnelles. En particulier, nous saluons les mesures positives prises par la CARICOM. Nous engageons tous les partenaires internationaux à coopérer étroitement avec la CARICOM pour trouver les ressources techniques et financières à la hauteur des besoins et des priorités en Haïti. En tant que représentants africains, nous tenons à être plus associés aux efforts au niveau technique et politique. Nous invitons la CARICOM à coopérer avec l'Union africaine pour apporter toutes ses compétences pour la situation en Haïti. Haïti fait partie de la 6e région de l'Union africaine compte tenu de la diaspora, comme l'indique notre acte constitutif. Il n'y a pas de question plus urgente que la solidarité du continent avec la 6e région. Et nous devons à tout prix aider Haïti. Nous avons les compétences et nous avons l'expérience requise. L'Afrique a connu des situations de conflits difficiles. Nous avons pu aller de l'avant après avoir eu des États faillis. Nous avons connu les conséquences négatives des groupes armés de différents types dans des environnements ruraux et urbains. Le continent a l'expérience et le savoir-faire nécessaires, ainsi que la sensibilité politique et culturelle pour être un partenaire fiable pour Haïti. Madame la Présidente, compte tenu de ces préoccupations et observations, nous proposons les initiatives suivantes. L'accent devrait être immédiatement mis sur la police nationale haïtienne qui doit avoir suffisamment de formation et de matériel pour lutter contre les groupes et les gangs. Il serait particulièrement utile que la formation soit entreprise par les pays expérimentés en la matière. Deuxièmement, nous attendons les recommandations du secrétaire général dans son rapport mi-octobre sur les options à notre disposition. Nous espérons que la CARICOM et l'Union africaine pourront faire partie de la solution. Par ailleurs, il est peut-être nécessaire d'avoir des compétences plus spécialisées que celles qui sont maintenant disponibles. Nous recommandons un cadre de coopération coordonné et conçu par les Haïtiens, permettant, si nécessaire, le déploiement d'une police mandatée et appuyée par les Nations Unies avec des compétences spécifiques pour lutter contre les gangs violents. Une police plus forte ne verra ses efforts couronnés de succès que si elle travaille en étroite coordination avec la branche judiciaire qui doit être renforcée. Tous les efforts doivent être déployés pour permettre les réformes du secteur de la justice pénale. L'objectif doit être d'avoir des registres des cours qui fonctionnent, d'accélérer le traitement des dossiers par les tribunaux et d'éliminer la détention préventive prolongée. Un État compétent est un minimum pour avoir un Haïti prospère et pacifique. Il faut absolument que des investissements soient faits pour la formation dans le service public et que les mesures d'incitation correspondent aux résultats. Il faudra faire montre de patience, avoir le financement nécessaire. Des subventions par les partenaires bilatéraux et multilatéraux devraient accorder la priorité aux réformes du secteur public et à leur renforcement. Tant que les Haïtiens souffriront d'insécurité alimentaire, ils ne pourront pas croire suffisamment à l'avenir. Nous nous félicitons des mesures bilatérales multilatérales pour fournir une aide immédiate. Il faudrait également des efforts ambitieux pour accroître la productivité agricole, pour avoir des aliments moins chers et de meilleurs moyens de subsistance. Les enseignements que nous avons tirés lors de la conception du déploiement du fonds d'acquisition de vaccins Union africaine-Afrique peuvent être appliqués. Ce fonds d'affectation spéciale a créé le plus grand marché acheteur pour les vaccins et a utilisé les économies d'échelle pour les membres des Caraïbes et de l'Union africaine. La même solution pourrait être utilisée pour l'acquisition d'engrais et de céréales. Madame la Présidente, l'Afrique est inspirée par la révolution haïtienne et par sa mise en œuvre triomphante de l'indépendance et de la liberté. Les Haïtiens continuent de souffrir des conséquences de leur rejet de l'oppression et de l'exploitation. L'heure est venue pour l'Afrique d'aller
au-delà d'une simple appréciation de cette histoire glorieuse, pour passer à la solidarité concrète pour relever les défis rencontrés par Haïti. Nous le ferons en toute humilité, étant donné que nous sommes nous aussi face à des situations d'urgence de taille. Mais nous sommes confiants, notre unité peut nous permettre de trouver des solutions. En conclusion, Madame la Présidente, nos trois pays réaffirment le respect de la souveraineté et de l'indépendance politique d'Haïti et nous témoignons notre solidarité indéfectible avec tous les Haïtiens. Je vous remercie de votre attention. Je remercie le représentant du Kenya et je donne maintenant la parole à la représentante des Émirats arabes unis. Thank you, President, and to SRSG Lalim. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je remercie également Madame Lalim et les différentes oratrices. Trois remarques. Tout d'abord, comme d'autres, le Royaume-Uni reste très préoccupé par la détérioration constante de la sécurité en Haïti. La violence et l'insécurité aggravent plus encore les multiples difficultés rencontrées par Haïti et intensifient la vulnérabilité des Haïtiens. Comme nous l'avons vu aujourd'hui, la situation humanitaire à Haïti continue de se détériorer. Ancrée dans des crises de longue date sur le plan économique, sécuritaire et sociopolitique, l'escalade actuelle de ces problèmes a accru l'insécurité alimentaire des Haïtiens. Le pillage du bureau et de l'entrepôt du PAM est très préoccupant, empêchant de fournir une assistance pour des centaines de milliers d'Haïtiens parmi les plus vulnérables. Nous encourageons tous les acteurs à coopérer pour trouver des solutions urgentes et pour appuyer le relèvement et les progrès pour le peuple haïtien. Deuxièmement, comme l'ont également dit d'autres intervenants, les acteurs haïtiens doivent redoubler d'efforts pour sortir de l'impasse politique. Ceci est crucial pour que Haïti puisse également trouver sa solution elle-même pour relever les défis actuels. Nous lançons à nouveau un appel à tous les acteurs pour qu'ils renouent les fils du dialogue politique et coopèrent pour réunir les conditions requises à un environnement sécuritaire permettant la tenue d'élections libres et régulières dès que possible. Enfin, je voudrais souligner le soutien du Royaume-Uni au travail du BINU. Le BINU est fondamental pour aider Haïti à relever ses multiples défis. En renforçant la police nationale haïtienne et en facilitant le dialogue entre les acteurs politiques haïtiens, les efforts du BINU jettent les fondations de la stabilité, ou posent les fondations de la stabilité en Haïti. Nous nous réjouissons d'avance du résultat de l'examen stratégique des options pour renforcer la sécurité et nous espérons continuer cette coopération avec les Nations Unies et d'autres partenaires. Enfin, nous nous félicitons de l'intention du Mexique et des États-Unis de présenter un projet de résolution. Nous en discuterons avec plaisir avec les partenaires. Nous appuyons toutes les mesures qui aideront Haïti à retrouver les processus démocratiques et la sécurité et stabilité dès que possible. Maintenant la parole à la représentante des Émirats arabes unis. Madame la Présidente, d'entrée de jeu, je voudrais remercier Madame Hélène Lalim, Madame Gadawali et Madame Valérie Guarnieri de leurs exposés. Et je les remercie de nous avoir brossé un tableau détaillé de la situation en Haïti. Nous continuons de suivre la situation de près. Nous nous félicitons par ailleurs de la présence parmi nous des ministres du Canada, d'Haïti et de la République dominicaine. Compte tenu de l'évolution de la situation en Haïti, nous sommes vivement préoccupés par l'escalade grave des troubles sociaux dans tout le pays, y compris par les attaques contre les infrastructures civiles. Nous condamnons tous ces actes de violence qui déchirent le tissu social des communautés haïtiennes et sapent les efforts déployés pour parvenir à une paix durable. La situation actuelle requiert la cessation de toutes les hostilités et souligne l'urgente nécessité d'un dialogue inclusif et calme, notamment pour que Haïti puisse avancer à nouveau sur la voie d'une solution politique durable. Madame la Présidente, le pillage d'entrepôts humanitaires, y compris de ceux appartenant au programme alimentaire mondial, est inacceptable. Non seulement près de la moitié de la population souffre d'une insécurité alimentaire chronique, mais par ailleurs, des agissements de ce type
compromettent gravement la fourniture de l'aide humanitaire urgente, y compris en eau et en vivres, alors que cela est vital pour les plus vulnérables. Nous devons garantir la fourniture sûre, opportune et sans entrave de l'aide pour améliorer les conditions de vie qui ne cessent d'empirer en Haïti. La détérioration de la situation souligne par ailleurs l'urgente nécessité de renforcer les capacités dans le secteur de la sécurité, y compris la police nationale et le système judiciaire. Le renforcement des capacités dans ce domaine renforcera la riposte face aux difficultés de sécurité complexes telles que l'escalade de la violence des gangs et le flux illégal d'armes. Nous attendons avec impatience le projet de résolution sur cette question. Nous pensons que le rôle complémentaire de l'ONUDC sera primordial à cet égard et nous espérons que ces programmes donneront des résultats concrets. Nous pensons également que pour régler les problèmes politiques, humanitaires, économiques et sécuritaires, il faut une démarche inclusive et globale. Alors que le Conseil de sécurité continue de suivre de près la situation, nous attendons avec impatience les 2 prochains rapports du secrétaire général ainsi que les dernières informations du gouvernement haïtien sur l'évolution de la situation concernant le règlement politique. Ces rapports seront cruciaux pour orienter les discussions du Conseil sur Haïti le mois prochain et nous les étudierons attentivement. En conclusion, nous saluons les efforts du BINU et de tout le personnel des Nations Unies qui travaillent sans relâche dans des conditions difficiles. Les Émirats arabes unis réaffirment aussi leur solidarité avec le peuple haïtien. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je remercie la représentante des Émirats arabes unis pour sa présentation et je donne maintenant la parole à la représentante de la Norvège. Thank you, President. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je remercie la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Lalim, ainsi que le PAM et l'ONUDC de leurs exposés circonstanciés. Je me félicite aussi de la participation des ministres des Affaires étrangères d'Haïti et de la République dominicaine et du représentant permanent du Canada à la présente réunion. Nous sommes extrêmement préoccupés par ce que nous avons entendu aujourd'hui. La situation économique et sociale d'Haïti pâtit encore aujourd'hui de l'instabilité politique qui accroît la violence, les troubles sociaux et met à mal le développement. Les Haïtiens ont de moins en moins accès aux services de base et leurs besoins humanitaires ne cessent de croître. Nous entendons des rapports terribles faisant état de violences sexuelles et fondées sur le genre, et les Haïtiens souffrent d'un manque de vivres et d'eau. Protéger la population contre la violence et les exactions, les violations des droits humains, est une question urgente. Nous demandons à toutes les parties prenantes de parvenir à une désescalade de la situation, de s'abstenir de recourir à la violence. En outre, l'accès humanitaire sûr et sans entrave aux personnes dans le besoin doit être garanti. Le manque de protection et l'accès limité de l'assistance humanitaire ne feront qu'attiser la violence. La lutte contre la violence sexuelle et sexiste et la prise en compte des besoins des rescapés, y compris en apportant un accès aux services de santé reproductive et sexuelle, sont également des tâches cruciales. Madame la Présidente, la semaine dernière, pendant le débat général et l'Assemblée générale, nous avons été face à des défis internationaux actuels, des changements climatiques aux menaces qui pèsent sur les droits humains fondamentaux et la protection de base. Mais ce sont des questions que les Haïtiens connaissent jour après jour. Nous devons régler la situation, améliorer la sécurité, redoubler d'efforts pour trouver une solution politique à la crise. Les dirigeants politiques et l'opposition doivent reconnaître la gravité de la situation et accepter des compromis dans l'intérêt des Haïtiens. Nous attendons donc avec impatience le prochain rapport du gouvernement haïtien qui va présenter les efforts de réconciliation et les projets d'élection. Rapport prévu avant le 17 octobre. Une solution inclusive trouvée par les Haïtiens est indispensable pour remédier à la situation actuelle. Néanmoins, la communauté internationale, y compris la Norvège, sont prêtes à aider si nécessaire. Nous attendons aussi les recommandations du secrétaire général présentées en consultation avec les Haïtiens pour lutter contre la violence considérable
qui est le fait des bandes organisées. Ces rapports, ainsi que le rapport ordinaire de la BINU, seront des jalons importants lorsque nous discuterons de solutions pour Haïti en octobre. Nous coopérerons ensemble pour rompre ce cycle de violence des gangs et pour que les auteurs de ces crimes rendent des comptes. Nous travaillerons de façon constructive et participeront aux discussions sur la résolution proposée par les États-Unis et le Mexique. Merci. Merci la représentante de la Norvège de sa déclaration et je donne maintenant la parole au représentant du Brésil. Je vous remercie, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je voudrais tout d'abord remercier la Chine d'avoir demandé cette réunion qui tombe à point nommé. Et je voudrais aussi féliciter la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Hélène Lalim, ainsi que Valérie Guarnieri, directrice exécutive adjointe du PAM, et Madame Ghada Fatiwali, directrice générale de l'ONUDC, de leurs exposés circonstanciés. Je salue également M. Jean-Victor Génuis, ministre des Affaires étrangères et du culte d'Haïti, M. Roberto Alvaro Gil, ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine, ainsi que le représentant permanent du Canada. Il est regrettable de voir que le Conseil doivent se réunir une nouvelle fois pour discuter de graves incidents violents à Port-au-Prince. Ces épisodes de violence sont malheureusement de plus en plus fréquents et de plus en plus dangereux. À l'évidence, les frontières entre la violence criminelle et la violence politique deviennent de plus en plus floues en Haïti. La pénurie actuelle de carburant à Port-au-Prince, compte tenu des activités criminelles, semble confirmer la véracité d'une telle allégation. Nous sommes préoccupés par les conséquences humanitaires de grande ampleur possibles si le réapprovisionnement ne reprend pas normalement. Nous suivons de près la situation tout en discutant les prochaines solutions possibles pour réagir au niveau international à la crise haïtienne. À ce stade, il est crucial de discuter de solutions pour contribuer à identifier et responsabiliser quiconque promeut ce triste état des lieux en Haïti et quiconque en profite. Face à cette situation combien difficile, nous trouvons encourageant que des groupes politiques rivaux aient récemment mené des pourparlers pour essayer de sortir de l'impasse politique qui a paralysé le pays. Nous exhortons tous les acteurs politiques haïtiens à renforcer le dialogue actuel et à tomber d'accord de toute urgence sur une réforme politique permettant de freiner la violence, de garantir la reprise du fonctionnement normal des institutions haïtiennes et, à terme, qui permettra d'ouvrir la voie à l'organisation d'élections libres et régulières. Madame la Présidente, le Brésil préconise depuis longtemps le renforcement du soutien des Nations Unies à Haïti, y compris avec un renforcement des capacités du BINU. Nous pensons que le renouvellement et le renforcement du mandat du BINU en juillet dernier, sous la présidence brésilienne du Conseil, a constitué un pas important dans cette direction. Néanmoins, il faut aller plus loin pour aider Haïti. Le renouvellement du mandat du BINU n'a pas encore donné ou entraîné une évolution positive de la situation. Le Brésil l'a dit à maintes reprises, la situation en Haïti doit rester sur le devant de la scène pour la communauté internationale, de même que le problème de la violence contre les civils innocents. Et le Conseil doit continuer de suivre de près l'évolution de la situation sur le terrain pour examiner la nécessité de nouvelles mesures. Dans ce contexte, je crois qu'il est vraiment temps de commencer des discussions en profondeur sur les dispositions prévues à la résolution 2645, notamment sur l'interdiction du transfert d'armes légères et de petit calibre et des munitions à des acteurs non étatiques en Haïti, et sur la possibilité d'imposer des mesures appropriées qui pourraient inclure une interdiction de voyage et un gel des avoirs à l'encontre de ceux qui participent à la violence des bandes organisées ou qui appuient cette violence. Ainsi que nous l'avons souligné en juillet dernier, si ces mesures sont adoptées,
il est impératif qu'elle n'ait pas de conséquences humanitaires négatives pour les civils, compte tenu notamment de l'histoire traumatisante de sanctions globales imposées sur Haïti durant les décennies écoulées. Les paramètres tels que les critères d'inscription sur les listes, les conditions de levée des sanctions, les dérogations humanitaires et les exceptions sont essentiels pour appliquer ces mesures de façon efficace et responsable. De surcroît, s'agissant des options possibles pour renforcer le soutien au secteur de la sécurité en Haïti, le Brésil prend note des initiatives bilatérales et nous attendons le rapport du secrétaire général sur cette question, rapport devant être publié le 15 octobre. Madame la Présidente, Haïti reste profondément plongé dans une crise multidimensionnelle, aux conséquences politiques, économiques et sociales. À n'en pas douter, la sécurité est un aspect clé de la crise, mais ce n'est pas le seul aspect. Haïti a besoin de changements qui vont bien au-delà d'une meilleure lutte contre les activités criminelles. N'oublions pas que pour régler une crise multidimensionnelle, il est indispensable d'avoir une riposte multidimensionnelle. Par conséquent, outre les mesures sécuritaires, les progrès socio-économiques en Haïti sont primordiaux pour remédier à la crise de façon durable et efficace. Le Brésil est prêt à coopérer avec d'autres partenaires pour apporter un soutien supplémentaire au gouvernement et au peuple haïtien. Le Brésil participe à des efforts de coopération technique et humanitaire avec Haïti dans différents domaines, santé, éducation, agriculture. Dans le cadre de ces efforts, cette semaine, le Brésil alloue 650 000 $ au fonds créé pour la reconstruction de la péninsule méridionale d'Haïti, durement frappée par un séisme en 2021. Et cela s'ajoute au processus et au projet de coopération que j'ai déjà mentionné dans de précédentes réunions du Conseil. Et nous espérons que d'autres pays donateurs pourront s'associer à cette initiative. Madame la Présidente, en ce qui nous concerne, je voudrais souligner qu'Haïti est depuis longtemps une priorité pour le Brésil et le restera. Le Brésil contribue depuis longtemps à la paix et la stabilité en Haïti et nous restons déterminés à aider Haïti et les Haïtiens, notamment en ces temps difficiles. Je vous remercie. Je remercie le représentant du Brésil de sa déclaration et je donne maintenant la parole au représentant de la Fédération de Russie. Merci, Madame la Présidente. Nous remercions les intervenantes pour leurs informations. Nous saluons la présence ici des ministres des Affaires étrangères d'Haïti et de la République dominicaine. Les nouvelles selon lesquelles la situation à Port-au-Prince est en train de se stabiliser nous inspirent de l'espoir. Néanmoins, tout porte à croire que le pays reste à deux doigts de la catastrophe. Il y a là-bas une véritable guerre des gangs qui, pour la population civile, entraîne des enlèvements, des pillages, des violences. Et chacun a déjà l'habitude de craindre pour sa vie. Le résultat prévisible de cette situation, ce sont des manifestations provoquées par la décision du gouvernement de supprimer les subventions sur le carburant et les désordres à grande échelle qui accompagnent ce phénomène les appellent à la démission des dirigeants du pays. Nous entendons des déclarations sur lesquelles c'est la mafia et les oligarques locaux qui se trouvent derrière ces manifestations ainsi que leurs parrains. Mais les tentatives d'améliorer la situation et de faire baisser l'insatisfaction de la population sont clairement inadéquates. Nous avons affaire à la frustration de la société qui a perdu confiance dans les autorités. Nous n'avons cessé de dire qu'il était indispensable d'avoir un large dialogue politique et de lancer un processus d'élection et de réforme. Malheureusement, nous ne voyons aucune action cohérente et ciblée visant au retour d'Haïti sur la voie constitutionnelle et celle du développement. Nous sommes particulièrement déçus par le fait que les acteurs extérieurs qui disposent véritablement de levier du pouvoir à Port-au-Prince ne prennent pas de mesures visant véritablement à régler la crise dans le pays. En fait, ils ignorent ce qui se passe. Nous connaissons tous la difficile histoire d'Haïti, nous savons de quoi il s'agit.
Les appels à se tenir aux côtés d'Haïti lancés depuis la tribune de l'Assemblée générale ne suffisent pas. Il faut faire des efforts pour que l'assassinat du président Moïse, il y a 14 mois, soit enfin élucidé. Et les coupables doivent être punis. On ne peut pas ignorer le fait que ça fait 6 ans qu'il n'y a pas eu d'élection dans le pays et que ça fait longtemps que les pouvoirs du gouvernement et d'une grande partie du Parlement ont expiré, y compris dans le contexte de la signature en 2001 de la Charte démocratique interaméricaine. Mais des problèmes bien moins graves dans d'autres régions suscitent les critiques et les menaces des membres du Conseil. Je crois que vous devez être honnête et soit appeler un chat, soit reconnaître que vous appliquez le 2 poids 2 mesures concernant différents pays à l'ordre du jour du Conseil. Madame la Présidente, la communauté internationale doit véritablement corriger ses erreurs, définir les véritables besoins des Haïtiens et définir les moyens de véritablement les aider, sans ingérence dans les affaires intérieures du pays, qui, comme le montre l'histoire, ne mène pas au résultat désiré. S'agissant le projet d'instauration de sanctions ciblées contre les chefs de gang, nous sommes prêts à l'examiner. Il est indispensable d'interdire aux chefs de gang l'accès au financement et d'empêcher leur déplacement. Mais la question, c'est de savoir dans quelle mesure ces chefs de gang utilisent les comptes étrangers et les voyages à l'étranger. Est-ce que ces sanctions ciblées contre eux permettront vraiment de modifier la véritable situation dans le pays où les chefs de bande se sentent comme chez eux? Il convient d'accorder toute notre attention aux itinéraires du trafic d'armes et des flux financiers illicites. Tant que nous ne stopperons pas la contrebande d'armes, elle continuera à alimenter la spirale de la violence dans ce pays, qui mérite depuis si longtemps la paix et le développement. Je vous remercie de votre attention. Je remercie le représentant de la Fédération de Russie pour son intervention. Et je vais maintenant faire une déclaration en ma qualité de représentante de la France. Je voudrais tout d'abord remercier la représentante spéciale, Madame Lalim, pour sa présentation, ainsi que la directrice exécutive adjointe du Programme alimentaire mondial et la directrice exécutive de l'ONUDC. Et je voudrais également saluer la présence parmi nous des ministres des Affaires étrangères d'Haïti et de République dominicaine, ainsi que de celle du représentant permanent du Canada. Chers collègues, il y a urgence en Haïti et la France est très préoccupée par l'escalade des violences des dernières semaines. Elle condamne les attaques contre les personnes, les blocages des routes et les pillages qui ont été commis dans l'ensemble du pays. Nous avons entendu les préoccupations des États de la région que nous partageons à l'occasion de la réunion du groupe consultatif ad hoc sur Haïti du Conseil économique et social des Nations unies qui était présidé par le Premier ministre Justin Trudeau la semaine dernière. Les autorités haïtiennes doivent réagir et la communauté internationale se mobiliser davantage. Nous suivons de près la mise en œuvre de la résolution 2645 du 15 juillet 2022 qui rappelle clairement notre engagement collectif à accompagner Haïti vers la sortie de crise en définissant nos attentes et en mobilisant davantage les Nations unies sur place. Je porterai pour ma part 3 messages simples. Premièrement, la France exhorte tous les acteurs politiques haïtiens à trouver un accord menant à l'organisation d'élections démocratiques lorsque les conditions sécuritaires seront réunies. Nous appelons la classe politique à faire preuve de responsabilité afin de renouer le dialogue, afin de sortir de l'impasse actuelle. Nous serons très attentifs au rapport que les autorités haïtiennes doivent remettre au Conseil afin de présenter tous les progrès effectués. Deuxièmement, il faut mettre un terme à la violence des gangs. Les groupes criminels multiplient les exactions en toute impunité. Ils sapent l'autorité de l'État. Ils pillent ses ressources. Or, chacun le sait, sans sécurité, il n'y aura ni État de droit, ni développement. Nous avons engagé des actions pour renforcer la police nationale haïtienne, y compris à travers le BINU, et nous continuerons d'agir en ce sens.
la France se tient prête à exercer davantage de pression sur tous ceux qui alimentent la spirale de la violence en Haïti. Le soutien à une justice efficace, la lutte contre l'impunité doivent être nos priorités. Et l'idée d'un mécanisme d'enquête internationale indépendant mérite en particulier d'être approfondie. La France soutiendra et soutient le principe d'une résolution tel qu'il vient d'être présenté par les représentants des États-Unis et du Mexique. Troisièmement, les violences de ces dernières semaines sont liées à la dégradation alarmante de la situation socio-économique et humanitaire. Comment peut-on espérer la stabilisation d'un pays dont près de la moitié de la population souffre désormais de la faim? Il y a urgence à renforcer le soutien humanitaire et en particulier l'aide alimentaire, comme cela a été évoqué à maintes reprises. Et il faut garantir l'approvisionnement des plus vulnérables, assurer l'accès aux quartiers pauvres de Port-au-Prince et aux provinces. Nous condamnons le pillage inacceptable des stocks humanitaires dédiés à ces populations qui ont eu lieu au cours des derniers jours. En retour, l'État haïtien doit renforcer la gouvernance, la redevabilité de ces institutions, et notamment dans la lutte contre la corruption. Et c'est pourquoi la coopération naissante avec l'ONUDC est la bienvenue. En conclusion, la France tient à réaffirmer sa solidarité vis-à-vis du peuple haïtien. Elle continuera avec l'Union européenne, avec l'Organisation internationale de la francophonie, à mobiliser la communauté internationale pour fournir l'aide nécessaire. Je vous remercie. Je reprends mes fonctions de présidente du Conseil et je donne à présent la parole à son Excellence Monsieur Jean-Victor Généus, le ministre des Affaires étrangères et des cultes d'Haïti. Vous avez la parole. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Madame la représentante du secrétaire général, Monsieur le ministre, je voudrais tout d'abord exprimer mes plus vifs remerciements à la Présidente pour avoir bien voulu organiser cette réunion d'information sur la situation en Haïti et d'avoir accepté que le gouvernement haïtien puisse y participer. C'est le témoignage de l'intérêt particulier et de l'engagement manifeste du Conseil pour Haïti et son peuple et sa bonne disposition à aider le gouvernement dans la recherche d'une solution durable aux problèmes multiples et complexes auxquels le pays est confronté. À cet égard, je tiens à saluer le travail réalisé par le BINU et la représentante spéciale du secrétaire général, Mme Hélène Lalime, et pour les efforts déployés dans un contexte aussi difficile afin d'accomplir le mandat qui lui a été attribué par le Conseil de sécurité dans ses différentes résolutions. Je voudrais aussi remercier les différents intervenants pour leurs remarques judicieuses. Nous en avons pris note. Madame la Présidente, point n'est besoin de souligner l'importance de cette réunion qui arrive à point nommé. En effet, il permet au gouvernement, par mon organe, d'informer le Conseil des derniers développements de la situation sociopolitique et sécuritaire du pays, des efforts que le gouvernement est en train de déployer afin de l'améliorer et du même coup de présenter à la communauté internationale ses attentes en vue de nous permettre de sortir définitivement de cette crise multidimensionnelle qui a trop duré. Le 12 septembre dernier, des manifestations violentes ont éclaté dans le pays suite à la décision du gouvernement de cesser la subvention des produits pétroliers, entraînant du même coup l'augmentation des prix du prix des carburants. Cette décision, quoique difficile, était un impératif car l'État perdait un total de 400 millions de dollars par année. D'autre part, il s'agissait d'assainir les finances publiques en adoptant un budget d'austérité par des réformes macroéconomiques. Le gouvernement a entrepris une grande réforme au niveau de l'administration générale des douanes pour lutter contre la contrebande, augmenter les recettes douanières et freiner l'entrée des armes et des munitions dans le pays. Ainsi, ces mesures ont permis à la douane de collecter pour le mois d'août près de 8 milliards de gourdes, soit une augmentation de plus de 40%. Utilisant cette augmentation des prix comme cheval de bataille, les conséquences sociales à court terme inhérentes à cette mesure
Ajoutez également à leur mécontentement contre les réformes douanières et l'adoption prochaine de nouvelles mesures, les pêcheurs traditionnels en eau trouble qu'on trouve dans le secteur politique et dans le secteur privé des affaires ont mis à exécution leur plan pour créer une situation chaotique dans le pays. Ils ont utilisé les gangs lourdement armés pour paralyser le fonctionnement de tous les départements géographiques du pays, en bloquant les principales artères de la capitale et des villes de province, en pillant et brûlant des édifices publics comme des tribunaux de paix, des centres carcéraux, des entreprises du secteur privé, des locaux de certaines banques commerciales et des entrepôts des organisations internationales comme le Programme alimentaire mondial, l'UNOPS, l'UNICEF, Caritas. Plus d'une vingtaine d'écoles ont été saccagées et pillées dans le département de l'Artibonite. Face à la brutale détérioration de la situation, le gouvernement s'est attelé à rétablir la sécurité dans le pays, susceptible de garantir la reprise des activités économiques. Je suis en mesure d'annoncer qu'à l'exception de quelques cas isolés, la situation est globalement sous contrôle et le calme est revenu dans plusieurs parties du pays. C'est l'occasion de féliciter le professionnalisme de la PNH, la police nationale, qui a su reprendre le contrôle de la situation et limiter les dégâts face à des gangs mieux armés et mieux équipés. Madame la Présidente, je souhaite exprimer devant le Conseil la grande préoccupation et l'inquiétude du gouvernement haïtien face à cette grave situation. Je voudrais également mettre l'accent sur les conséquences catastrophiques que les actions délétères des gangs alimentés par certains secteurs économiques et quelques secteurs politiques causent à la société et leurs effets dévastateurs sur l'économie nationale et sur le quotidien de la population. Les conséquences sont extrêmement graves. Les manifestations violentes et destructives, ainsi que les difficultés rencontrées dans la livraison et l'approvisionnement du pays en carburant à cause du blocage des routes imposé par les gangs armés au niveau du terminal pétrolier de Vareux, compliquent davantage la situation économique déjà précaire du pays. Le carburant étant un produit transversal qui concerne toute l'activité économique, une telle situation est de nature à paralyser l'État et à jeter le pays dans une paralysie presque totale. Pour cause, certaines entreprises privées menacent de plier bagages et de se relocaliser ailleurs. Le parc industriel de Caracol, l'un des plus importants du pays, vient d'annoncer l'arrêt de ses opérations hier dimanche, faute de carburant, ce qui pourrait faire perdre 12 000 emplois dans un contexte de croissance économique négative. De plus, la fermeture de certains hôpitaux est enregistrée faute d'approvisionnement en carburant et la réouverture des classes déjà reportées au 3 octobre prochain reste hypothétique. Face à l'aggravation de l'insécurité, il nous faut un accompagnement très robuste de la communauté internationale pour soutenir la PNH dans sa lutte contre les bandes armées. L'appel lancé par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies va dans le bon sens et mérite d'être approfondi. C'est aussi l'occasion d'inviter d'autres partenaires à œuvrer davantage. Dans cet ordre d'idées, nous remercions les initiateurs de la réunion organisée le 23 septembre dernier sur le Basket Fund, ainsi que les États qui ont fait des annonces de contribution en vue de supporter le travail de la PNH. Pour faire face à ces actions de terrorisme, le gouvernement mise beaucoup sur la collaboration de la communauté internationale. Il nous faut barrer la route à ces fauteurs de troubles, ces promoteurs de la violence qui profitent de l'instabilité chronique d'Haïti pour s'enrichir dans la contrebande, le trafic de la drogue, des armes et des munitions. Dans ce contexte, les auteurs directs et intellectuels des actes criminels et terroristes
notamment ceux perpétrés ces derniers jours, seront réprimés avec la dernière rigueur par la PNH et déférés par devant la justice haïtienne. Nous saluons également la décision de certains pays d'envisager d'imposer des sanctions à l'égard de ceux et celles qui participent d'une façon ou d'une autre aux activités criminelles d'insécurité dans le pays. Il s'agit d'un grand pas dans la bonne direction pour en finir avec le phénomène de l'insécurité dans le pays. Madame la Présidente, de ce fait, la priorité de l'heure est le retour à l'ordre constitutionnel à travers le rétablissement de la sécurité et le dialogue politique, conditions essentielles pour la tenue des élections générales, le rétablissement des institutions démocratiques et républicaines, ce qui permettra d'adresser les questions sociales et économiques. À ce propos, je suis heureux d'annoncer que présentement, des négociations sont en cours et nous espérons qu'un accord politique pourra être trouvé sous peu, ce qui permettra le déblocage de la situation. Le Premier ministre n'a jamais ménagé ses efforts et est toujours resté ouvert pour poursuivre le dialogue, seul moyen de résoudre la crise politique. Je vous remercie. Je remercie son Excellence, M. Généus, pour sa déclaration. Et je donne maintenant la parole à son Excellence, M. Roberto Alvarez Gil, le ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine. Muchas gracias. Je vous remercie, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, Monsieur Généus, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs membres du Conseil de sécurité, au nom du gouvernement de la République dominicaine, je remercie la République populaire de Chine d'avoir demandé cette réunion et je remercie également tous les intervenants des exposés qu'ils ont fait durant cette séance du Conseil. Nous remercions également le Conseil de sécurité d'avoir adopté la résolution 2645 en juillet dernier pour proroger d'un an le mandat du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Néanmoins, et comme je l'ai déjà dit devant l'Assemblée générale, les résultats attendus de la BINU dépendent de la conclusion par les Haïtiens d'un accord national comme point de départ afin de combattre et de neutraliser les bandes organisées et, en deuxième lieu, afin d'organiser des élections dès que possible. Hélas, jusqu'à présent, cette dynamique ne s'est pas traduite dans les faits et le gouvernement dominicain considère que les efforts de stabilisation en Haïti doivent viser tout particulièrement, comme l'a répété à maintes reprises le président Luis Abinader, la pacification immédiate et le dialogue politique. Ce sont les seules solutions possibles pour remédier à la violence et au chaos, comme le précise le paragraphe 10 de la résolution susmentionnée, où il est dit qu'il faut renforcer l'appui à la sécurité concernant les efforts faits par la PNH pour combattre des niveaux élevés de violence. Néanmoins, les avancées pratiquement inexistantes dans ce sens exigent que la communauté internationale agisse, comme l'a indiqué le secrétaire général Antonio Guterres. C'est une position que mon pays appuie fermement. En effet, pendant que l'on renforce l'aide apportée en vue du renforcement des capacités de la police, il est nécessaire d'avoir une force robuste à même de rétablir la paix et de mettre fin à la violence commise par les bandes armées, les groupes armés infiltrés par le pouvoir politique et économique. La République dominicaine, dans son esprit habituel de coopération et d'amitié avec le gouvernement et le peuple haïtien, réitère également sa conviction selon laquelle la seule réponse durable à la crise doit venir des Haïtiens eux-mêmes. Je le répète donc devant le Conseil, la collaboration internationale avec les efforts menés par Haïti et par les autorités est vitale pour rétablir la stabilité et la tranquillité à Haïti, aux pays voisins et dans la région. C'est là notre seul intérêt.
Monsieur le Président, la souffrance humaine en Haïti est indescriptible aujourd'hui. Nous avons entendu parler des terribles exactions qui touchent surtout les plus vulnérables en Haïti. Depuis une dizaine de jours, le terminal principal de combustible, auquel a fait référence le ministre Généus, avec des millions de gallons de gasoline, de GNP, de GLP et autres, est bloqué, sans que la police haïtienne n'ait pu lever ces blocages. 400 000 personnes environ vivent autour de ce terminal de combustible. Il faut à tout prix éviter une tragédie. Par conséquent, pour terminer, Madame la Présidente, je voudrais répéter les propos du président Luis Abinader l'an dernier à l'occasion de la 76e session de l'Assemblée générale. Je cite, « Haïti ne peut pas attendre davantage. Nous devons agir de façon responsable et nous devons agir dès maintenant. » Merci. Je remercie Son Excellence Monsieur Alvarez-Gil pour sa déclaration et je donne maintenant la parole au représentant du Canada. Merci, Madame la Présidente. Thank you to you, Madam. Merci à vous, Madame la Présidente. Merci à mes collègues. Merci au ministre Gill et au ministre Géniès. J'ai eu la possibilité de me rendre en Haïti et en République dominicaine fin août en tant que président du groupe consultatif auprès de l'ECOSOC et à titre national. Et je pense que tout ce qui devait être dit a déjà été dit concernant l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés dans le pays. Les gangs armés ont encerclé Port-au-Prince, menaçant la sûreté et la sécurité de ses résidents. Le principal tribunal du pays est tombé pendant un moment sous le contrôle des gangs. C'est presque une métaphore pour l'effondrement de l'ordre public. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école. De nombreux Haïtiens sont confrontés à des pénuries chroniques alimentaires et la sécurité alimentaire augmente. À Cité-Soleil et dans d'autres zones, les femmes enceintes ne peuvent pas avoir accès à des services sanitaires essentiels à raison de la violence créée par les gangs. Les entreprises ferment, les Haïtiens fuient le pays ou sont déplacés en interne. Et pourtant, nous devons saluer la remarquable résilience du peuple haïtien. Étant donné ces sombres réalités, la communauté internationale doit renforcer sa détermination et se tenir aux côtés des Haïtiens solidaires pour les aider à relever ces défis si complexes alors que les tensions ne cessent d'augmenter. Poursuit un engagement en Haïti. La semaine dernière, en collaboration avec nos partenaires des Caraïbes et le gouvernement d'Haïti, le Premier ministre Trudeau a présidé une rencontre du groupe consultatif ad hoc sur Haïti du Conseil économique et social. En tant qu'amis, voisins et partenaires d'Haïti, nous avons discuté de l'importance d'intensifier notre appui à ce pays, non seulement à court terme, mais également à long terme. Ceci inclut une assistance afin d'aider Haïti à identifier les causes profondes des défis complexes et interconnectés auxquels le pays est confronté. Madame la Présidente, nous devons appuyer Haïti à créer les conditions propices à un dialogue national inclusif, et j'étais heureux d'entendre les nouvelles aujourd'hui de la part du ministre Généus, afin de permettre à l'ensemble de la population de dessiner les pourtours d'un parcours vers des élections crédibles et un retour à un gouvernement stable et démocratique. Et nous devons nous assurer de donner à Haïti tout l'appui dont le pays a besoin pour ne laisser personne derrière. Évidemment, cela veut dire accorder l'opportunité aux femmes et aux jeunes de jouer le rôle important qui leur revient dans la détermination de leur avenir. Madame la Présidente, nous avons répondu à l'appel de la police nationale haïtienne pour l'aider à lutter contre les gangs armés qui terrorisent, et ce n'est pas une exagération, qui littéralement terrorisent la population haïtienne. Avec l'ONU
et la police nationale haïtienne, nous avons créé et financé un panier de fonds géré par le PNUD qui permettra de faire en sorte que l'aide internationale pour la sécurité soit plus efficace et mieux coordonnée. Nous nous félicitons de l'engagement de la promesse récemment annoncée vendredi par les États-Unis en appui à ce fonds, ce panier de fonds, et je dois vous dire à vous tous que nous encourageons les autres États membres à y contribuer, car c'est d'une importance vitale. We also welcome and Nous nous félicitons également, et cela a été confirmé par beaucoup des orateurs aujourd'hui, la possibilité de nouvelles mesures qui seraient prises par le Conseil pour aider Haïti à juguler le pouvoir des gangs armés. Nous exhortons également le Conseil à faire en sorte, et beaucoup d'autres l'ont dit, et je suis d'accord avec eux, faire en sorte que les mesures soient ciblées de manière efficace et ne nuisent pas à la capacité de l'ONU à aider la population haïtienne. J'ai été tout à fait encouragé par les commentaires sur ce point par de nombreuses délégations, y compris de la Fédération de Russie, du Brésil et de la Chine. Je crois que c'est tout à fait utile que nous convenions du fait que les sanctions peuvent être nécessaires, mais il faut que ce soit les bonnes sanctions contre les bonnes personnes. Elles ne doivent pas ralentir ou nuire de quelque manière que ce soit à la nécessité d'aider Haïti en cette période de besoin, et de faire en sorte que l'aide humanitaire au développement ne souffre pas de quelque manière que ce soit. Cela étant dit, c'est facile à dire, ce n'est pas facile à faire. Mais c'est ce que nous devons faire. Et nous devons également stopper les gangs. Et il faut trouver un moyen efficace de le faire. appuyer le gouvernement d'Haïti à renforcer sa capacité à combattre la corruption, les crimes économiques, ainsi que le blanchiment d'argent. En ce sens, nous continuerons à renforcer les capacités des institutions juridiques haïtiennes à poursuivre les auteurs de ces crimes. I have 5 questions. J'ai 5 questions et j'espère que le Conseil pourra les examiner. Pas seulement le Conseil, mais de nombreux États membres. Premièrement, comment mettons-nous un terme très rapidement à la violence, tout en évitant les erreurs qui ont été faites par le passé, par les interventions précédentes? Il faut comprendre que c'est un aspect essentiel. Deuxième point, deuxième question. Comment augmenter immédiatement et efficacement la reddition de comptes en cas de criminalité qui implique non seulement la police, mais également l'ensemble du système judiciaire? Troisièmement, comment pouvons-nous contribuer au dialogue politique sans nous ingérer dans ce dialogue? Comment faire en sorte qu'il se produise sans dire aux personnes ce qu'elles doivent faire? Quatrièmement, comment répondre à la crise alimentaire et énergétique immédiate et en même temps, comment aider le gouvernement haïtien à élaborer un plan à long terme pour la prospérité et les investissements? Enfin, comment faire en sorte que la région réagisse de manière plus concertée et efficace, comme l'a dit mon collègue kenyan, de la part de la CARICOM, de la République dominicaine, de la communauté internationale, y compris l'Afrique, tout en faisant en sorte que les Haïtiens s'approprient pleinement les changements politiques et les prennent en charge. Nous n'avons pas réussi à trouver la formule magique par le passé, mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de la rechercher. Nos efforts, notre encouragement et notre respect. Et c'est dans cet esprit que le Canada va continuer de faire ses efforts avec vous tous, avec nos partenaires haïtiens et de la République dominicaine. Merci beaucoup. Gracias. Je remercie le représentant du Canada de sa déclaration. Il n'y a plus d'oratrices ou d'orateurs inscrits sur la liste, et donc j'invite à présent les membres du Conseil à poursuivre l'examen de la question dans le cadre de consultations. Je vous remercie. La séance est levée.